Le 27 juillet 2002 a eu lieu l'une des tragédies les plus choquantes de l'histoire de l'aviation. En fait, il s'agit de la catastrophe la plus meurtrière de l'histoire des spectacles aériens, avec un bilan de 77 victimes mortelles et plus de 500 blessés. Un chiffre vraiment effrayant. Des avions militaires de premier plan ont été impliqués dans cet événement. Et tout cela s'est passé alors que des centaines de caméras enregistraient l'événement sous tous les angles et que des dizaines de milliers de spectateurs regardaient avec anticipation. Qu'est-ce qui aurait pu mal tourner ce jour fatidique pour qu'une telle catastrophe se produise ? Dans cette vidéo, nous aborderons l'incident du spectacle aérien de Sknyliv. Nous analyserons les événements minute par minute. Mettez-vous à l'aise. Je suis Kevin Aguilar et voici Guns Club. En juillet 2002, quelques jours plus tôt. L'armée de l'air ukrainienne a organisé un grand événement aérien pour commémorer le 60e anniversaire du 14e corps aérien de l'armée de l'air. À ce moment-là, des dizaines de maisons Su-27 étaient disponibles pour cet événement, qui à l'époque était considéré comme l'un des avions de combat polyvalents les plus manœuvrables du monde. Ce fait donnait à l'événement une grande importance au niveau international, car voir ces avions en action n'était pas quelque chose de courant. Lors de ces expositions, des manœuvres uniques, comme le célèbre Cobra de Pougatchev, étaient souvent exécutées. La popularité de l'événement a motivé l'armée de l'air à mettre plus de viande sur le grill. Et le jour venu, 3 heures avant le début, l'ambiance était très animée. Environ 10 000 personnes se sont rassemblées pour assister à l'exposition. Cependant, dès ce moment, de multiples failles dans l'organisation étaient déjà évidentes. Volodymyr Topomar et son copilote Yuri Yegorov, protagonistes de cette histoire, avaient demandé des vols d'entraînement quelques jours auparavant, pour se familiariser avec l'environnement de vol. Cependant, voler ces maisons est extrêmement coûteux, et encore plus dans des situations de haute exigence, dont leur demande a été refusée. Topomar et Yegorov étaient des pilotes experts, surtout Topomar. Il avait 27 ans d'expérience, donc en théorie, il ne devrait pas avoir de problème pour improviser. Ou du moins c'est ce que pensait le haut commandement. Cependant, pratiquer des manœuvres comme celles qu'il devait exécuter était essentiel, surtout lorsqu'elles étaient réalisées en coordination avec d'autres pilotes. Malgré le refus, on lui a fourni des données sur l'environnement, afin qu'il puisse répéter mentalement la routine. Cependant, quelques heures avant l'événement, en constatant que le nombre de participants dépassait les attentes, on a décidé de changer l'emplacement du public et de la zone de manœuvre, en les déplaçant d'un côté de la piste à l'autre. Ces modifications ont été communiquées aux pilotes quelques heures avant, mais Topomar et son copilote Yegorov n'ont été avertis qu'1 heure auparavant. Cela a généré un total mécontentement parmi les aviateurs. En fait, l'un des pilotes a décidé de se retirer de l'événement en raison du chaos organisationnel. Malgré tout, Topomar et Yuri ont choisi de poursuivre. Le jour est arrivé, ils ont tous deux décollé dans leur Su-27, comme d'habitude. Le moment venu, ils sont allés à l'aérodrome pour leur routine préétablie. Cependant, en arrivant sur les lieux, ils ont rapidement remarqué que l'endroit n'était pas tout à fait adapté à la manœuvre. D'après les enregistrements de la cabine, on perçoit qu'ils ne connaissaient pas exactement l'emplacement du public. En commençant la routine, ils ont remarqué que les spectateurs étaient du côté opposé à celui où ils auraient dû être, selon les informations qui leur avaient été fournies auparavant. De plus, le terrain en général présentait des caractéristiques différentes de celles prévues. Face à l'incertitude, les pilotes ont contacté la tour de contrôle. Malgré leur évidente désorientation, le contrôle aérien leur a donné les instructions pour continuer. Suivant les indications, ils ont continué leur manœuvre pendant quelques minutes. Cependant, exactement à 12h50, la tragédie se produirait. À ce moment-là, un imprévu s'est produit. Pendant un virage en boucle avec rotation, Topomar a remarqué que les moteurs avaient une poussée réduite, ce qui les a amenés à affronter la manœuvre avec moins de vitesse que nécessaire. Cela a entraîné une descente bien plus forte que prévu. Malheureusement, au lieu que la manœuvre se déroule de manière parallèle à l'emplacement des spectateurs, la trajectoire passait directement au-dessus d'eux, en raison des changements logistiques mis en place auparavant. En pleine descente, Topomar s'est rendu compte de la vitesse à laquelle il tombait et a essayé de reprendre le contrôle pour monter, mais il était déjà trop tard. L'impact était imminent.
Un instant. Il semblait qu'il réussirait à éviter la catastrophe avec à peine quelques mètres de marge, mais cela ne s'est pas produit. L'aile gauche du chasseur a frôlé un arbre qui se trouvait sur la piste, ce qui a provoqué une nouvelle perte de contrôle. Une seconde plus tard, l'une des ailes a heurté le sol, ce qui a permis à l'aéronef de se stabiliser brièvement. Cependant, il a continué à avancer de manière incontrôlable en direction des spectateurs et d'un avion de transport stationné à proximité. Yegorov, constatant l'impossibilité de récupérer, s'est éjecté, suivi par Toponar. Quelques secondes plus tard, le Su-27 a percuté en tournant plusieurs fois avant de se transformer en une boule de feu incontrôlable, et il l'a fait sur un tas de personnes. L'aéronef s'est écrasé dans une zone de spectateurs, écrasant des dizaines de personnes. Les spectateurs ont paniqué et ont couru dans toutes les directions. Les débris métalliques ont heurté un mur de grillage, le renversant sur l'asphalte et causant encore plus de victimes. La scène qui en résultait était vraiment terrifiante. Parmi les restes du Su-27 en flammes, les victimes gisaient inertes, membres et parties de personnes, éparpillés partout et des cris de douleur se faisaient entendre de tous côtés. Les deux pilotes ont survécu après s'être injectés et ont été témoins du fruit de leurs actes. Le bilan final a été dévastateur, 77 morts et 543 blessés. Les images de la tragédie ont rapidement fait le tour du monde. Les enquêtes ont commencé presque immédiatement pour trouver les responsables et les traduire en justice. Les réglementations internationales de sécurité stipulent que le public doit se tenir à une distance considérable des aéronefs en cas d'urgence. Une norme qui a été complètement ignorée par le haut commandement de l'armée de l'air. Les aéronefs survolaient les spectateurs sans aucune restriction. Le processus d'enquête a été relativement simple. Il suffisait d'identifier qui avait approuvé ces négligences. Le chef de l'armée de l'air a été le premier à tomber, entraînant le licenciement ou la sanction de plusieurs fonctionnaires subalternes. Bien sûr, la responsabilité principale a reposé sur les pilotes. Toponar et Yegorov ont été accusés d'avoir violé les règles de vol en tentant une manœuvre dangereuse. La défense de Toponar a soutenu que les informations fournies par l'armée de l'air étaient complètement erronées, ce qui a provoqué des problèmes d'orientation. De plus, malgré sa confusion évidente, la tour de contrôle lui a dit de continuer. Un dysfonctionnement a aussi été détecté dans les moteurs, qui ont étrangement perdu de la puissance durant la figure acrobatique. Cependant, cette question, mystérieusement, n'a pas été approfondie dans le rapport officiel. L'enquête a clairement été truquée pour dédouaner l'armée de l'air et le ministère de la Défense, car l'enquête a en fait été dirigée par le même ministère de la Défense. Donc Toponar et Yegorov étaient vraiment en difficulté. Toponar a été condamné à 14 ans de prison et Yegorov à 8. 3 autres officiers ont reçu des peines moindres de 6 ans et en fait, beaucoup d'entre eux travaillent à nouveau aujourd'hui dans l'armée de l'air. Le gouvernement a accordé des compensations un peu arbitraires aux victimes, qui ont à peine atteint 200 000 $ au total. Par exemple, il y a eu des cas où une personne blessée recevait 2 000 $, mais une famille qui avait perdu plusieurs membres ne recevait que 500 $. Les gens ont reçu des compensations parce qu'autrement ils n'auraient absolument rien obtenu. Après avoir blâmé Toponar et son copilote, ainsi que jugé ou légèrement sanctionné certains fonctionnaires, l'affaire a été balayée sous le tapis, ne laissant que des souvenirs. Aujourd'hui, Yegorov est un homme libre et mène une vie relativement tranquille, tandis que Toponar reste sous restriction légale. Il est libre, mais doit payer des centaines de milliers de dollars d'amende. Et pour son travail, il y va en patin, car il n'a même pas le droit de conduire un vélo. Qu'en penses-tu de cet événement ? Si vous avez aimé cette vidéo, vous pourriez être intéressé par l'histoire de la chute du Chinook 292. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Au revoir.